Bonjour et bienvenue à tous. Merci pour votre présence à notre webinaire consacré sur les marchés publics. Je suis Olivier Opteman, je travaille pour Marne Développement, agence de développement économique de la Marne. L'objectif est de vous partager de l'information, de vous transmettre des infos pertinentes qui puissent vous alimenter et vous servir au quotidien dans vos futures réponses à des appels d'offres et ainsi vous permettre de vous développer économiquement. Ce webinaire est proposé par Marne Développement avec Angelina Herveux. Si tu veux bien, Angelina, te présenter. Bonjour à tous, Angelina Herveux, Marne Développement. Je suis gestionnaire administrative et financière et point info marché public pour la commande publique Grand Est. Merci. Nous avons organisé cet événement en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie. Aurélien Petit, je ne sais pas si tu nous as rejoints. Sinon, nous avons le conseiller de la CCI, Aurélien Petit, qui est aussi notre partenaire sur cet événement, qui nous rejoindra peut-être durant la présentation. Je suis là. Oui, Aurélien Petit? Oui. Ouais, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, Aurélien Petit, conseiller à la Chambre de commerce de la Marne et du coup, point info pour le réseau de la commande publique Grand Est. Bien, merci Aurélien. Ouais. Et ensuite, la Chambre des métiers de l'artisanat Grand Est qui est représentée par Lise Pesta. Bonjour à tous, Lise Pesta, point info pour les entreprises artisanales du Grand Est. Je suis basée à Metz, mais j'ai aussi Sofiane Vidiri, qui est le référent de proximité qui est présent aujourd'hui. Donc voilà, vous pouvez nous contacter soit lui, soit moi, si vous avez des questions à l'issue de ce webinaire. Voilà, merci Lise. N'hésitez pas à nous contacter pour toutes vos questions relatives à la commande publique durant l'année et bien sûr durant ce webinaire via les commentaires. Seront également présents avec nous aujourd'hui Stéphane Pastor qui se présentera tout à l'heure quand il prendra la parole. Stéphane représente Grand Innov. Il nous parlera en introduction du réseau de la commande publique Grand Est à travers sa composition et ses actions. Il rentrera ensuite dans le vif du sujet, à savoir les 3 premières grandes étapes des marchés publics, la découverte des marchés publics, la recherche et sélection des marchés, préparation à la réponse et puis, je crois, quelques recommandations. Ensuite, Isabelle Pasca, chef de service conseil et accompagnement à l'achat au sein de la direction des finances du Grand Reims, qui va nous présenter l'organisation des marchés publics au Grand Reims, nous indiquer où trouver leurs marchés publics et comment les contacter, qui fera le lien avec la présentation de Stéphane. Durant ce webinaire, n'hésitez pas encore une fois à nous solliciter dans le chat, c'est très ouvert, n'hésitez pas. Voilà pour le partage du programme. Nous sommes une trentaine de participants. Merci pour votre intérêt. Stéphane, je te laisse te présenter et enchaîner sur la présentation. Tu as la main. Super, merci Olivier. Bonjour à tous et puis bienvenue à ce webinaire. Et puis je remercie bien entendu Marne Développement et l'ensemble des partenaires pour l'organisation de cette petite séquence de ce matin qui va durer une petite heure, je pense, peut-être plus si vous avez beaucoup de questions. Alors, je vais commencer par me présenter. Donc, moi, je m'appelle Stéphane Pastor. Je suis chef de projet commande publique chez Grand Innov Plus. Donc, Grand Innov Plus est l'agence d'innovation et de prospection internationale de la région Grand Est. Alors, au sein de Grand Innov Plus, on a énormément d'activités, mais on a notamment un dispositif d'appui des entreprises à la commande publique. Et ce dispositif que je vais vous présenter tout de suite, c'est le réseau commande publique Grand Est que j'ai la lourde charge d'animer. Alors, ce réseau, il est composé d'un certain nombre de partenaires dont les logos s'affichent à l'écran, avec 2 objectifs majeurs. Le premier, c'est de faciliter l'accès des entreprises à la commande publique. Donc, vous, pour vous mettre le pied à l'étrier, vous accompagner dans toutes vos démarches autour de la commande publique. Et bien entendu, le deuxième objectif du dispositif, c'est de favoriser le dialogue entre les entreprises du territoire et les acheteurs publics pour créer du lien, vous connaître et faire finalement du business ensemble. Donc, ce dispositif du réseau commande publique Grand Est, il s'appuie sur un réseau de points info à l'échelle du territoire. Donc ici, je vous ai affiché à l'écran l'ensemble des points info qui sont actuellement actifs à l'échelle du Grand Est. Mais comme l'a présenté Olivier en introduction, sur la Marne, plus spécifiquement, vous avez accès à 4 points info qui sont à votre disposition pour toutes les questions que vous auriez
autour de la commande publique, hein, que ce soit sur la veille marché, que ce soit sur de la construction de réponses, sur de la mise en relation, mais également sur éventuellement des difficultés que vous rencontrez dans vos échanges avec les acheteurs publics, ou sur des questions de difficultés de facturation, par exemple. Donc n'hésitez pas à les contacter, que ce soit aujourd'hui ou plus tard. Ils sont vraiment à votre disposition, en proximité, pour répondre à l'ensemble de vos questions. Alors, qu'est-ce qu'on fait au sein du réseau? On a énormément d'activités, je dirais, à destination de vous, hein, de vous, entreprises, que ce soit sous format d'événements de sensibilisation, d'information ou d'ateliers pratiques, que ce soit des événements un peu plus stratégiques autour de masterclass de la commande publique. Donc ça, c'est des événements qui sont organisés 3-4 fois dans l'année. On a également mis en place un certain nombre d'outils, hein, dont je vous parlerai. Enfin, je vous parlerai notamment d'un outil tout à l'heure, c'est la plateforme Apogée, pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Mais on a également rédigé des guides à l'attention des acheteurs, à l'attention des entreprises, qui sont en téléchargement sur notre site internet. Et on anime également un autre dispositif qui s'appelle la charte régionale de la commande publique, et qui est un dispositif qui s'adresse aux acheteurs publics et dont l'objectif, à travers cette charte, c'est d'emmener les acheteurs vers des partages de bonnes pratiques et surtout la mise en place d'outils, de ressources qui leur permettront de proposer une commande publique plus accessible aux entreprises et notamment ouverte aux entreprises du territoire. Ensuite, on a également tout un volet de rencontres acheteurs entre entreprises et acheteurs publics du territoire. On a notamment sur la Marne un rendez-vous, je dirais, annuel sur la foire de Châlons. On l'a organisé l'année dernière, on le réorganise cette année. Donc là aussi, c'est des moments à ne pas rater où vous pouvez rencontrer, échanger, dialoguer avec les acheteurs publics pour vous faire connaître, vos savoir-faire et pour comprendre aussi la commande publique. Ça, c'est au niveau des actions. Vous retrouverez l'ensemble des informations que dont je vous ai parlé sur notre site, hein, commandepublique-grandest.fr. Il y a une adresse mail également. Et à travers ce site, vous pourrez aussi vous inscrire aux événements, avoir accès à l'agenda et bien entendu vous inscrire aussi à nos mailing lists et notamment notre newsletter, hein, dont la première a été diffusée hier, il me semble, qui vous donnera accès à un certain nombre d'informations autour de la commande publique. Alors voilà pour la partie, je dirais, introductive et on va dire publicitaire, commerciale, hein, pour que vous sachiez à qui vous ayez affaire. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Alors, avant de dérouler ma présentation, je voulais quand même vous faire un petit rappel, un petit flash autour du poids de la commande publique dans le Grand Est, hein. Pour vous faire comprendre que finalement, il y a énormément d'opportunités de marché, hein. D'après les statistiques de l'Observatoire de la commande publique, quasiment 7 milliards d'euros ont été dépensés sous format de commande publique en 2021. Donc 7 milliards d'euros de marché attribués dans le Grand Est en 2021. Ces 7 milliards d'euros, ils sont répartis entre des PME et des grandes entreprises. On estime à 58% le nombre de PME qui remportent des marchés. Donc, c'est une part non négligeable. Par contre, lorsqu'on regarde le montant des marchés publics qui sont remportés par les PME, ce montant représente que 30% de ces 7 milliards d'euros. Donc l'objectif du réseau, c'est d'augmenter cette part-là, hein, c'est de faire que plus d'entreprises, plus de TPE, PME participent à la commande publique, mais également remportent des contrats d'une plus grande taille et que finalement cette commande publique profite au maximum au territoire, aux entreprises du territoire. En termes de volume, le nombre de consultations qui sont mises en ligne par les acheteurs publics du Grand Est s'élève environ à 17 500 consultations par année. Alors 17 500 consultations, j'y reviendrai tout à l'heure, ça ne veut pas dire 17 500 contrats, puisqu'un certain nombre de marchés sont allotis. On est à plusieurs dizaines de milliers de contrats qui sont signés chaque année.
dans le Grand Est par des acheteurs publics de toute taille et qui signent aussi tout type de marché, hein, qui peuvent concerner tout type d'activité. Et en face de ces 17 500 marchés, ça représente environ 8 000 acheteurs publics, hein, qui sont recensés dans le Grand Est. Je crois que tout à l'heure aussi, je détaillerai un petit peu la structuration de ces acheteurs publics. Donc voilà pour les chiffres, hein. Vous voyez, c'est un volume important d'affaires. Il peut concerner tout type d'entreprise, de toute taille et de tout type d'activité. Voilà pour les quelques propos introductifs. Le dispositif Réseau Commande Publique Grand Est, je ne l'ai peut-être pas précisé, mais il est entièrement financé par la région Grand Est, hein, notamment dans le cadre du plan de relance qu'a mis en place la région suite à la crise sanitaire de 2020. Alors, aujourd'hui, je vais me concentrer sur 4 sujets, hein. Un premier point sur l'environnement général des marchés publics. Qu'est-ce qu'un marché public? Qu'est-ce qu'un appel d'offres? Ensuite, on va parler de la recherche des marchés. On sait que ça, c'est un sujet important pour les entreprises. Où est-ce que je trouve les marchés et comment je fais pour trouver les marchés qui m'intéressent? Et ensuite, on va parler de la décision de répondre ou pas. Ça, c'est la deuxième étape très importante. Une fois que j'ai trouvé un appel d'offres, hein, une consultation qui m'intéresse, comment je vais faire pour décider si je réponds ou pas? Et enfin, quelques éléments de préparation de la réponse. Donc, on ne parlera pas du tout aujourd'hui des autres points que j'ai mis ici en grisé, hein, qui sont le dépôt, l'attribution et l'exécution du marché. On se concentrera vraiment sur la première étape de la détection jusqu'à la réponse au marché public. Alors, on va commencer par une définition, hein, qui est donnée par le code de la commande publique, mais je trouve que c'est toujours important de la rappeler parce qu'il y a beaucoup d'éléments de réponse sur ce que c'est un marché public dans la définition même, hein, je dirais. Alors, tel que le code l'écrit, c'est un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs qui sont soumis au code de la commande publique avec un ou plusieurs opérateurs économiques pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, fournitures ou services en contrepartie d'un prix ou de tout équivalent. Alors, il y a un certain nombre d'éléments importants dans cette définition qu'il faut comprendre, hein. C'est un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que il peut y avoir des groupements d'acheteurs déjà, hein. L'acheteur peut acheter individuellement une prestation, un bien ou des services. Mais effectivement, ils peuvent également se grouper et acheter à plusieurs. Donc, on peut aller sur la mutualisation d'achat. C'est d'ailleurs des choses qui sont de plus en plus courantes. Donc ça, c'est important aussi pour vous de le savoir que de plus en plus, on va trouver des achats groupés. Alors ces acheteurs, bien entendu, ils sont soumis au code de la commande publique. Ça veut dire qu'ils doivent respecter un certain nombre de règles qui sont édictées par le code. Ces règles sont parfois strictes et vont imposer aux entreprises qui candidatent de les respecter sous peine parfois d'être exclues du marché parce que l'entreprise n'a pas respecté un certain nombre de conditions, de règles qui sont demandées par le code de la commande publique. Alors, un contrat conclu entre des acheteurs et entre des opérateurs économiques, un ou plusieurs, là aussi, vous l'avez compris, un opérateur économique peut répondre seul à un marché public ou à plusieurs. À plusieurs, ça peut être sous format de groupement ou sous format de sous-traitance. Donc là aussi, vous avez la possibilité, dans un marché, de vous regrouper ou de prendre des sous-traitants sous certaines conditions. La suite de la définition, répondre à leurs besoins. Alors ça, c'est très important, puisque votre offre, l'offre que vous allez faire à l'acheteur public qui a lancé une consultation, votre offre devra répondre à un besoin. Et ça, c'est vraiment je dirais, le fil conducteur de ce qui doit guider votre réponse, la réponse aux besoins. On a souvent des entreprises qui veulent, on en a vu en tout cas quand elles démarrent, qui se disent voilà, je vais proposer mieux au-delà du besoin. Non, il faut vraiment répondre aux besoins. Donc ça, c'est important en matière de travaux, fournitures ou services. Alors là aussi, les règles imposées par le code de la commande publique, selon qu'on répond à un marché de travaux, de fournitures ou de services, sont différentes. Donc c'est important pour une entreprise de connaître à quel type de marché
vous répondez, puisque chaque type de marché peut faire référence à des documents administratifs généraux, hein, ce qu'on appelle les CCAG, qui vont expliquer comment le marché il va être exécuté de manière administrative, financière, juridique. Et bien entendu, ce contrat, il est signé en contrepartie d'un prix qui va être important également dans l'évaluation des offres, hein, même si aujourd'hui, le critère du prix ne peut plus être un critère unique de sélection des offres, c'est quand même un critère important et discriminant au moment de l'attribution du marché. Donc ensuite, alors, on va juste revenir rapidement sur ce qu'est un acheteur public. Qui sont les acheteurs publics, hein? Alors, le Code de la commande publique distingue deux types d'acheteurs, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices. Mais ce que je voulais vous mentionner et qui était relativement important, c'est de comprendre que une partie des acheteurs, ce sont des personnes de droit public, hein, que vous connaissez tous, hein, les établissements publics, les collectivités territoriales, les mairies, donc toute cette population, tous ces organismes-là sont soumis au Code de la commande publique. Mais il y a également tout un pan d'organisations qui sont également soumis au Code de la commande publique, mais qui sont des personnes de droit privé et qui doivent remplir l'un des 3 critères que j'ai mentionnés ici, hein, où l'activité est financée par un pouvoir adjudicateur, où la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur, où l'organe d'administration est composé de membres désignés par un pouvoir adjudicateur. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'aujourd'hui, des structures comme, que ce soit Marne Développement ou Grand Innov Plus, par exemple, nous avons un format associatif de droit privé, mais du fait que l'essentiel de nos ressources proviennent de financement public, nous sommes soumis au Code de la commande publique. Donc vous allez également avoir accès à des marchés qui sont passés par ces organisations-là et qui, aujourd'hui, depuis la réforme des textes en 2015-2016, font entrer de plein pied ces organismes-là dans le Code de la commande publique. Dernier type d'acteurs qui sont soumis au Code de la commande publique, hein, qu'on appelle les entités adjudicatrices, ce sont les opérateurs de réseau. Que ce soit les réseaux transport d'électricité, que ce soit les réseaux d'eau aussi, de gestion des eaux, de gaz, ils sont soumis également au Code de la commande publique. Alors avec des règles un peu différentes, mais ils sont également soumis à cette réglementation. Alors les marchés publics sont soumis à 3 grands principes, hein, qui trouvent leur source dans des accords internationaux qui ont été signés en 1994, il me semble, à Marrakech. Et ces 3 grands principes sont l'égalité de traitement des candidats, le libre accès à la commande publique et la transparence des procédures. Alors, tous les acheteurs publics, à partir du premier euro de dépenses qu'ils réalisent, ils vont essayer ils doivent se conforter à ces trois grands principes d'égalité de traitement, de liberté d'accès et de transparence des procédures. Donc, égalité de traitement des candidats, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous soyez une entreprise française, étrangère, petite, grande, vous allez être traité de la même manière dans l'offre que vous allez remettre. Liberté d'accès à la commande publique, là aussi, hein, que vous soyez une petite ou une grande entreprise, vous avez le droit de concourir au marché public sans restriction. Et transparence des procédures, là aussi, l'acheteur public se doit d'être transparent sur les procédures qu'il met en œuvre, la façon dont vont être évalués les candidats et la façon dont ils vont être notés et dont les marchés vont être attribués. Donc c'est vraiment les 3 piliers de la commande publique, qu'on soit sur des marchés en procédure formalisée ou sur des procédures adaptées, ou même lorsque l'on est en procédure en gré à gré. Il va falloir bien entendu que ces 3 grands principes soient respectés. Et si vous avez compris
ces 3 grands principes, vous comprendrez également un certain nombre de positions qu'adoptent les acheteurs dans les échanges que vous avez avec eux, et notamment dans le cadre des échanges qui peuvent avoir lieu en cours de consultation. Puisque vous le savez, quand un marché public a été publié, les échanges avec l'acheteur public sont réglementés. Ils passent maintenant de plus en plus par des plateformes dématérialisées. Et ils sont complètement transparents, puisque les questions que vous pouvez poser à un acheteur public vont être diffusées à l'ensemble des potentiels candidats. Alors, ça, c'est pour les grands principes, hein. Qu'est-ce qu'un marché public? Qu'est-ce qu'un acheteur public? Et puis, ces 3 grands principes. Ensuite, pour les entreprises, une des premières questions qui va se poser et une des premières difficultés, c'est de chercher et de sélectionner les marchés. Donc là aussi, ce que je vous disais en introduction, c'est qu'à l'échelle du Grand Est, on a quand même un certain nombre de consultations qui sont publiées, un certain nombre de marchés qui sortent chaque mois. Donc on est autour de 1500 par mois qui sont publiés, 1500 consultations, plusieurs milliers de contrats qui sont attribués chaque mois. Donc effectivement, comment une entreprise peut trouver ces marchés, peut identifier les consultations qui l'intéressent, tout en sachant qu'en face, on a plus de 8000 acheteurs publics qui sont actifs ou potentiellement actifs à l'échelle du Grand Est. Alors déjà, qui sont ces 8000 acheteurs publics? On a, les communes sont déjà au nombre de 5000, plus de 5000 sur le territoire. On a plus de 120 Comcom, métropoles, communautés d'agglo, les départements, les régions, bien entendu, tous les offices HLM, les bailleurs sociaux, et puis ensuite les collèges, les lycées, un certain nombre d'établissements d'EHPAD, des hôpitaux, et tous les opérateurs de l'État derrière qui sont également des acheteurs publics actifs sur l'échelle du Grand Est, à l'échelle du Grand Est. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que dans la réglementation autour de la commande publique, alors je ne vais pas parler tant de procédure, puisque ça, au final, en tant qu'entreprise, à ce stade-là, c'est pas super important. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des obligations de publicité en matière de marché public. Donc, un acheteur public, une collectivité qui va réaliser un achat, elle va être obligée, selon le montant de l'achat, selon le type d'acheteur et selon la nature de l'achat, d'en faire la publicité pour informer les entreprises de la publication d'un appel d'offres, d'une consultation auprès des entreprises. Donc, je vous ai mis ici le tableau récapitulatif des obligations de publicité auxquelles les acheteurs publics doivent répondre, avec un certain nombre de seuils qu'il est important d'avoir en tête et de connaître pour justement essayer d'identifier la meilleure source d'information qui peut vous apporter, vous donner accès à des consultations qui peuvent vous intéresser. Donc, je ne vais pas détailler le tableau ligne par ligne, mais il y a simplement une chose qu'il faut retenir, à mon sens, c'est que dans le cadre de la dématérialisation des marchés publics, 2018, l'ensemble des acheteurs publics ont obligation de publier leurs avis de marché dont le montant est supérieur à 40 000 € hors taxe sur un profil acheteur. Donc aujourd'hui, pour moi, la principale porte d'entrée pour avoir accès aux consultations des acheteurs publics, c'est de consulter leur profil acheteur. Alors, qu'est-ce qu'un profil acheteur? Je ne sais pas si je l'ai derrière, non. Un profil acheteur, c'est une plateforme Internet qui est mise à disposition par l'acheteur public aux entreprises et sur laquelle ils vont d'une part publier leurs avis de marché, permettre aux entreprises de télécharger les pièces du marché, le dossier de consultation des entreprises, mais c'est aussi sur cette plateforme que vous allez pouvoir déposer votre offre de manière dématérialisée. Et c'est aussi sur cette plateforme que vous allez
pour un certain nombre d'entre elles, et ça c'est en train de venir de plus en plus, être notifiées de l'attribution ou non du marché. Et c'est aussi sur cette plateforme que vous allez pouvoir échanger, poser vos questions à l'acheteur public durant la consultation. Donc ce profil acheteur, il est devenu aujourd'hui un petit peu le pivot et le passage obligé de toutes les consultations au-delà de 40 000 €. Alors, une fois que je dis ça, on va se dire, bah ouais, je vais me connecter sur le profil acheteur. Sauf qu'aujourd'hui, des profils acheteurs, il y en a beaucoup. Et c'est vrai que pour une entreprise qui vous souhaiterait avoir une vision à 360 degrés de l'ensemble des consultations qui sont publiées sur sa zone d'achalandise, elle va rapidement devoir consulter plusieurs profils acheteurs. Alors, je l'ai mis sur cette slide, hein, vous voyez que si je prends l'exemple d'une société qui serait basée à Châlons et qui aurait un rayon d'action d'une 50aine de kilomètres autour de Châlons, pour avoir une vision à 360, elle est obligée de surveiller un certain nombre de sources d'informations. Et encore, sur ce schéma, je pense que j'en ai oublié quelques-uns parce que c'est compliqué de les identifier tous. Mais en tout cas, voilà, il faut faire preuve parfois de patience pour pouvoir identifier, d'avoir une vision, on va dire, quasi exhaustive de ce qui se passe. Alors, le Grand Reims, par exemple, a sa plateforme, hein, je laisserai Isabelle Pasca en parler tout à l'heure, dont le lien a été indiqué ici. La région Grand Est a son propre profil acheteur. Il y a une plateforme de mutualisation que vous connaissez certainement si vous êtes déjà rompu à la commande publique qui s'appelle X-Marché, qui, elle, mutualise un certain nombre de consultations de collectivités de la Marne, mais d'autres départements également. La ville de Châlons a sa propre plateforme. L'État a une plateforme qui s'appelle Place, et ainsi de suite. Donc, alors, je vous explique tout ça pour vous dire que nous, au niveau du réseau, on a également déployé un outil dont je ferai une petite démonstration tout à l'heure, qui Excuse-moi, s'appelle Apogée. Stéphane, je Oui. te coupe. On a une question dans le chat de Ah oui, Christelle je vois. qui nous demande où est-ce qu'on peut trouver les demandes inférieures à 40 000 €. Alors, je vais juste terminer sur Apogée. Apogée, j'en parlerai tout à l'heure. Je ferai une petite démonstration, hein, mais c'est une plateforme qu'on a déployée il y a 2 ans maintenant et qui permet de regrouper l'ensemble des appels d'offres et des consultations qui sont lancées à l'échelle du Grand Est. Alors, sur les marchés de moins de 40 000 €. Alors, théoriquement, les marchés de moins de 40 000 €, ils peuvent être traités, ils n'ont pas obligé d'être dématérialisés. Donc déjà, vous n'allez pas les retrouver sur les profils acheteurs. Néanmoins, un certain nombre de collectivités, et notamment des grandes collectivités, ont pris des décisions en interne pour organiser leur marché en dessous de 40 000 € et les rendre plus accessibles aux entreprises. Donc du coup, alors je ne sais pas comment le Grand Reims fonctionne, mais peut-être qu'Isabelle Pasca pourra intervenir sur le sujet. Mais je vous donne l'exemple de l'Eurométropole de Strasbourg, par exemple. Ils ont fixé un certain nombre de seuils en dessous de ces 40 000 € et notamment ce qu'ils appellent le MAPA 1. Qui impose aux acheteurs de la collectivité de publier sous format dématérialisé l'ensemble des marchés dont le montant est supérieur à 7 500 €. Donc pour l'Eurométropole de Strasbourg, par exemple, on va retrouver en format dématérialisé tous les marchés au-delà de 7 500 € parce que c'est une réglementation interne qu'ils ont mis en place au regard justement de la transparence de la commande publique, de l'égalité d'accès et de la liberté d'accès à la commande publique. Donc ça, c'est une décision qui a été prise à Strasbourg, par exemple. Et d'autres collectivités ont pris des décisions similaires, avec parfois pas les mêmes seuils. Parfois, on est sur des seuils de 25 000 € ou moins. Hein, ça, c'est vraiment dépendant de la volonté de la collectivité. Donc, on peut trouver sous format dématérialisé des marchés de moins de 40 000. Mais sinon, effectivement, ça va être du gré à gré. Ça va être des marchés qui vont être passés
par les acheteurs publics à des entreprises qu'ils ont identifiées, qu'ils ont sourcées et avec qui ils ont peut-être déjà travaillé, hein. Donc là, il y a vraiment, on va dire, une démarche commerciale à faire pour être identifié des acheteurs publics, pour pouvoir être consulté en cas de passation de marché en dessous de 40 000 € sous format de gré à gré. Voilà, j'ai essayé d'être le plus clair possible. C'est parfait. Merci Stéphane. J'espère avoir répondu à la question. Ouais, du coup, Olivier, comme je suis sur un seul écran, s'il y a d'autres questions, je veux bien que tu me les fasses remonter. Pas de souci. Parce que je ne les vois pas apparaître au fil du chat. Alors voilà, sur la recherche des marchés, aujourd'hui, effectivement, vous avez la possibilité de consulter les différents profils acheteurs. Vous avez la possibilité, bien entendu, de passer par un prestataire, hein, puisqu'il y a une offre sur le marché de prestataires de veille qui vous propose de vous envoyer quotidiennement les appels d'offres qui vous intéressent. Ou vous avez maintenant cet outil qui s'appelle Apogée, mais qui reste cantonné à l'échelle du Grand Est pour essayer d'identifier les opportunités qui vous intéressent. Alors, une fois qu'on a identifié le marché qui nous intéresse, en tant qu'entreprise, ce qui va être important, c'est de décider de répondre ou pas. Là aussi, il y a quelques éléments importants qui peuvent être parfois je dirais, rébarbatif pour une entreprise, hein. Une entreprise qui se lance dans la commande publique, dans les marchés publics, le premier DCE qu'elle va télécharger, le premier dossier de consultation qu'elle va télécharger, elle va peut-être se dire: tiens, waouh, c'est compliqué, il y a beaucoup de fichiers, j'y comprends rien, c'est trop compliqué. Alors, il y a peut-être un petit point que je voulais quand même préciser également. L'ensemble des documents et l'ensemble de l'accès au profil acheteur est totalement gratuit, hein. Le téléchargement des DCE est totalement gratuit pour les entreprises. Donc, si l'une ou l'autre société, vous êtes un jour confronté à un prestataire qui vous propose de payer pour télécharger des DCE, sachez que la formation, vous pouvez la trouver, enfin, elle existe gratuitement, hein, et que c'est simplement une offre de service qui vous est proposée, mais qui n'a pas de sens puisque vous pouvez télécharger gratuitement ce DCE. Donc, comment ça se passe? Une fois qu'une opportunité, qu'un marché est identifié, vous allez vous connecter sur le profil acheteur de la collectivité. Nous, on recommande toujours de vous identifier, hein, de vous créer un compte, bien entendu, puisque en vous identifiant lors du téléchargement, vous pourrez être informé d'éventuelles modifications dans la consultation, que ce soit de l'annulation pure et simple de la consultation, ou du report de date de remise de l'offre, ou d'un nouveau document ou d'une précision qui est apportée sur un document, mais également vous serez informé d'éventuelles questions auxquelles l'acheteur public a répondu sur la plateforme. Donc globalement, comment se présente ce DCE? Il est composé d'un certain nombre de pièces. Alors, je ne les ai pas toutes. Stéphane, j'ai Loric qui demande confirmation. Donc l'accès au marché public est donc bien gratuit, et contrairement à certains sites qui demandent de s'abonner, pour l'interrogation. Complètement. L'accès aux avis de marché et l'accès au téléchargement des DCE est entièrement gratuit. Il y a un certain nombre de prestataires qui effectivement essayent de vendre des prestations, mais voilà. Mais c'est complètement gratuit. Voilà. Justement en respect du principe de liberté d'accès à la commande publique. Alors, de quoi se compose un DCE, hein, donc un dossier de consultation des entreprises? J'ai pas listé tous les documents, mais je vous ai listé ceux que vous allez retrouver de manière générale, hein. Globalement, il y a quasiment toujours un RC, ce qu'on appelle un règlement de consultation. Je détaillerai ensuite le contenu de ces documents et quelles informations importantes vous pourrez y retrouver. Vous allez retrouver toujours ou quasiment toujours un CCTP, hein, ce qu'on appelle le cahier de clause technique particulière. C'est grosso modo le cahier de charge, hein, c'est le cahier de charge, c'est l'expression du besoin de l'acheteur public. Dans certains cas, vous allez trouver un CCAP.
qui est un document qui vous explique les clauses administratives du marché. Ensuite, des formulaires de prix, bordereaux de prix, hein, que ce soit un bordereau de prix unitaire, des compositions du prix global et forfaitaire ou un DQE. Et enfin, on trouve régulièrement, enfin généralement, un acte d'engagement, même si cette pièce, de plus en plus, elle est demandée qu'à l'attributaire. Donc ça, c'est les fichiers que vous allez retrouver globalement dans un DCE. Alors, il peut y en avoir beaucoup d'autres, hein. Il peut y avoir des plans, il peut y avoir des annexes, il peut y avoir des formulaires types à remplir. Enfin voilà. Donc, mais en tout cas, c'est le socle. Ces 4 ou 5 documents, c'est le socle de base qui compose un dossier de consultation des entreprises. Alors, comment appréhender ce dossier de consultation des Donc, entreprises? Stéphane, excuse-moi, je te coupe. Ça veut dire bordereau de prix. L'entreprise qui y répond, elle s'engage sur combien de temps? Il y a une règle? Alors, elle s'engage sur combien de temps? Alors, la durée de validité des offres, elle est variable selon les marchés, mais globalement, 90 jours. Donc, l'offre qui est faite, je ne sais pas si Madame Pasca veut intervenir sur le sujet, mais voilà, il y a un délai effectivement durant lequel les prix doivent être maintenus, et c'est de l'ordre de 90 jours. Je sais Oui, pas, oui, Madame c'est ça, Pasca. mais effectivement, c'est variable en fonction des marchés. Donc, tout cela est bien stipulé dans le règlement de consultation et dans le Voilà. CCAP plus particulièrement. Ouais. Et donc, pour rassurer les entreprises, il y a aussi des formules de clause de révision de prix, c'est ça, qui leur permettent Oui. de revoir leur prix aussi Oui, éventuellement, c'est ça. compte Moi, tenu de je vais en parler un petit l'inflation. peu plus après. Et Parfait. justement, dans ces formules de révision de prix, on essaie de coller le plus possible aux besoins et faciliter aussi la chose aux entreprises parce que c'est pas toujours simple de calculer ces révisions de prix. Et voilà. Et en fonction également du besoin ou de la prestation, la fréquence de révision est différente. Elle est adaptée à chaque marché. Ok, parfait. Voilà. Merci Alors Stéphane. effectivement, Merci. aujourd'hui, cette question de révision de prix, elle devient importante et c'est vraiment un sujet sur lequel les entreprises sont très attentifs quand ils décident de répondre ou pas à une consultation. C'est de voir aussi dans les pièces de marché comment sont prévues les révisions de prix et à quelle périodicité. C'est un vrai sujet. Alors, juste pour revenir sur les différents documents qui composent le DCE, hein, on a le règlement de consultation, c'est un peu le mode d'emploi du marché, donc ça c'est vraiment le document à lire en priorité pour comprendre comment l'entreprise doit répondre, comment vous devez répondre et quelles sont les conditions, on va dire les conditions du marché, hein. Vous allez retrouver bien entendu la DLRO, hein, j'ai mis un acronyme, mais c'est la date limite de réponse, date à laquelle vous allez devoir transmettre votre offre, date limite, hein, à laquelle vous allez devoir transmettre votre offre. Vous allez retrouver l'ensemble des informations sur le marché, que ce soit la durée, la forme de marché, l'allotissement. Vous allez y retrouver la liste des pièces que vous aurez à fournir pour répondre. Information très importante, les critères de notation, hein, puisque répondre à un marché public, c'est se faire évaluer son offre sur des critères. Ces critères, ils sont détaillés, ils sont précisés dans le règlement de consultation et surtout, ils ne peuvent plus être changés une fois qu'ils ont été indiqués dans le document. On y reviendra tout à l'heure sur ces questions de critères de notation. Et bien entendu, le mode de dépôt. Là aussi, on vous explique comment fonctionne la plateforme et comment vous allez devoir déposer votre offre, notamment sur les plateformes dématérialisées. Il peut y avoir également des contraintes sur le nommage des fichiers. Alors la taille des fichiers, pas trop, mais le format des fichiers, ça existe également. Il y a un certain nombre de formats qui peuvent être imposés, notamment sur les bordereaux de prix. On va vous demander de remettre des formulaires en Excel et parfois en Excel et en PDF. Donc là, il faut vraiment être vigilant sur les pièces qu'on vous demande de déposer. Le deuxième document le plus important, à mon sens, c'est le CCTP, hein, c'est les cahiers de charges, c'est la description du besoin de l'acheteur. Excuse-moi Et c'est dans ce Stéphane, je te coupe, ouais. on a une question de Farah qui demande par rapport à la DLRO là, sur le règlement de consultation. Elle demande donc confirmation, est-ce que le délai de validité des offres est-il obligatoirement mentionné dans le CCAP et le RC? Alors, il est mentionné effectivement il est obligatoirement mentionné dans ces deux documents. Ouais.
Ensuite, bon, le CCTP, alors ça, c'est le document, à mon sens, le plus important qui va vous permettre d'évaluer si votre entreprise a les capacités de répondre aux besoins de l'acheteur public. Hein. C'est là-dedans c'est dans ce document-là que l'acheteur va décrire son besoin et ce qu'il attend de l'entreprise qui va répondre. Ensuite, le CCAP, bah, c'est le document qui va lister les conditions d'exécution particulières au marché, les conditions administratives et juridiques, et notamment les révisions de prix. Alors, ce CCAP, il est comment dire, annexé au document de marché, notamment si le marché fait référence à un cahier de charge administratif général. Ensuite, on a tous les documents, tous les formulaires, des bordereaux de prix qui peuvent être demandés à l'entreprise. C'est souvent des formulaires qu'il faut simplement compléter. Enfin, je dis simplement, mais qu'il faut compléter pour y indiquer le prix que l'entreprise propose dans le cadre du marché. Remarque importante, ces formulaires-là, vous ne devez à aucun moment les modifier pour les adapter à la façon dont vous formulez vos prix, parce que c'est un motif d'irrégularité, de rejet de votre offre. Et c'est des documents que l'acheteur public a formalisés pour pouvoir comparer les différents prix qui sont proposés par les différents candidats qui répondent au marché. Enfin, l'acte d'engagement, alors ça, je l'ai résumé en disant c'est le contrat qui sera signé entre l'attributaire et l'acheteur. Alors cet acte d'engagement, de plus en plus, il est demandé qu'à l'attributaire. Il est parfois fourni, enfin il est fourni dans les pièces de marché, mais très souvent, de plus en plus, à la soumission, il n'est pas à rendre. Mais ça, il faut bien entendu bien lire le règlement de consultation pour connaître les pièces qu'on doit fournir pour répondre. Alors, voilà un petit peu sur la constitution du DCE. Alors, nous, dans le cadre de l'accompagnement qu'on propose et des outils qu'on propose, on a essayé de mettre en place une petite grille pour vous aider à décider de répondre ou pas, hein, que je vous propose ici. Alors, vous la retrouvez dans notre guide qui est téléchargeable sur le site commandepublic-grandest.fr. Où on vous a mis à gauche les caractéristiques du marché, à droite les caractéristiques de votre entreprise, et puis vous pouvez vous amuser à cocher les différentes cases pour vous aider à décider si le marché il est accessible pour votre entreprise ou pas. Alors je vais pas le détailler. Vous allez en le lisant, vous allez rapidement comprendre où est-ce qu'on veut en venir avec ce petit outil qu'on vous propose. J'ai mis le lien pour télécharger le document. Ouais, très bien. Voilà, très bien. Dans le chat. Alors, à l'issue de cette grille d'aide à la décision, vous pouvez toujours décider de répondre seul, parce que vous cochez toutes les cases, entre guillemets, parce que le marché il est particulièrement taillé pour vous. Vous pouvez décider de répondre en groupement, donc en co-traitance. Donc là, vous pouvez vous allier avec d'autres entreprises et répondre à plusieurs. Alors, répondre à plusieurs, ça veut dire qu'il va falloir aussi respecter un certain nombre de contraintes de formalisme pour candidater à plusieurs en format de groupement. Alors, le groupement en marché public n'impose pas derrière une forme juridique particulière, hein. Ça impose simplement que vous vous organisiez entre plusieurs entreprises et que vous désigniez un mandataire qui sera l'interlocuteur de l'acheteur public dans tous les échanges qui pourront y avoir entre l'acheteur et le groupement d'entreprises. Je ne vais pas détailler plus, mais si vous avez des questions sur les groupements, on peut y répondre. Et l'autre possibilité de réponse, c'est en sous-traitance. Donc là aussi, vous allez pouvoir répondre en proposant un sous-traitant qui devra être accepté par l'acheteur public pour exécuter le marché. Alors, sur la sous-traitance, deux petites informations. La première, c'est que le sous-traitant, il peut être proposé à la soumission, mais il peut aussi être proposé après l'attribution. Mais en tout état de cause, ce sous-traitant de rang 1 devra être accepté par l'acheteur public
avant de pouvoir démarrer son intervention dans le cadre du marché. Autre information également, parce qu'on a souvent la question, en termes de paiement, le sous-traitant qui est accepté par l'acheteur public, il est admis au paiement direct à partir du moment où la prestation dépasse les 600 € hors taxe. Donc le sous-traitant sera payé directement par l'acheteur public. Alors voilà quelques éléments sur la décision de répondre ou pas et le format de la réponse. Alors, une fois que vous avez décidé de répondre, il va falloir commencer à préparer votre réponse. Alors, et c'est souvent là où les entreprises nous disent: « Ah, c'est trop compliqué, j'y comprends rien, on demande plein de pièces. » Enfin voilà. Donc ce qu'il faut bien comprendre sur la partie réponse, c'est qu'une réponse à un marché public est toujours composée de deux parties, une partie candidature et une partie offre. Ce que les entreprises trouvent complexe, c'est la partie candidature, mais qui, en fin de compte, une fois qu'on l'a fait 1 ou 2 fois, n'est plus si compliqué que ça, hein. Pour présenter sa candidature, grosso modo, l'entreprise a plusieurs possibilités. La première, c'est de remplir ce qu'on appelle le DUM, le document unique de marché européen, qui est un formulaire en ligne qui est à compléter par l'entreprise et qui est remis dans le cadre de la réponse dématérialisée. Et l'autre forme, c'est d'utiliser des documents qui sont proposés par le ministère des Finances, qui s'appellent les DC1, les DC2 et éventuellement le DC4 en cas de sous-traitance. Donc ça, c'est les 2 formats que peuvent prendre votre candidature, avec bien entendu d'autres pièces, si dans le règlement de consultation, l'acheteur public vous a demandé d'autres pièces administratives. Donc le remplissage, la complétude d'un DC1, DC2, la première fois peut-être sembler compliqué, mais une fois qu'on l'a fait 1 ou 2 fois, c'est vraiment pas sorcier. On peut le faire relativement rapidement et assez simplement. Donc ça, c'est pour la partie candidature. Et pour la partie offre, là également, il va falloir fournir un certain nombre de documents, en particulier un document qui va décrire votre offre technique, qu'on appelle souvent le mémoire technique. Alors ce mémoire technique, il va devoir décrire la réponse que vous apportez aux besoins de l'entreprise. Il va souvent s'accompagner d'un planning et puis d'une description de l'équipe et des moyens qui sont mobilisés pour réaliser le marché. De plus en plus, et ça peut-être qu'Isabelle Pasca en parlera, les acheteurs publics vous fournissent des cadres de réponse. Donc vous avez aujourd'hui la rédaction du mémoire technique, elle est simplifiée parce que on vous donne déjà une structuration, un tableau, un cadre de réponse. Donc plus besoin de réfléchir sur la mise en page et puis l'organisation de votre mémoire technique. Et ensuite, vous avez les bordereaux de prix à compléter pour compléter votre offre commerciale. Donc quelques éléments importants à mon sens sur les critères de notation qui vont permettre également de guider la rédaction de votre mémoire technique, puisqu'il ne faut pas oublier, il faut avoir en tête que répondre à un marché public, c'est procéder à un acte de vente. Votre objectif, c'est d'être sélectionné, c'est d'être retenu pour le marché. Donc, ce qui est important pour vous, c'est de connaître sur quoi vous allez être noté, sur quels critères. Donc là, il faut bien lire le règlement de consultation qui vous décrit les critères, leur pondération et également le poids des différents critères qui sont choisis par l'acheteur public. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ces critères, une fois qu'ils sont inscrits dans le RC, ils ne peuvent plus être modifiés. Ces critères doivent être objectifs et portés sur l'objet du marché, ça c'est important aussi. L'acheteur public ne va pas pouvoir noter un élément qui n'est pas en rapport avec l'objet du marché. Ce qui est important aussi, et je l'ai mis en rouge et en gras, votre proposition elle est notée selon ces critères et uniquement selon ces critères. Donc ce qui veut aussi dire que lorsque vous transmettez un dossier de réponse, une offre, ne répondez qu'aux besoins et aux critères qui vont être utilisés pour évaluer votre offre.
l'acheteur public ne pourra pas évaluer autre chose que ce qu'il a demandé et qui rentre dans les critères de notation. Donc ça, c'est vraiment important. Et bien souvent, les entreprises qui répondent la première fois à un marché public n'ont pas conscience de l'importance de ces critères et de faire coller la réponse à ces critères. Alors, quelques évolutions importantes aussi autour de la commande publique. On parle, je ne l'ai pas du tout évoqué depuis le début de ma présentation, mais c'est qu'aujourd'hui, il y a des obligations de plus en plus importantes qui s'imposent aux acheteurs au regard des dispositions environnementales dans la commande publique. Ils n'ont plus le choix, les acheteurs publics n'ont plus le choix de mettre et d'intégrer des critères environnementaux dans leur marché. Donc, il y a un certain nombre de lois qui viennent imposer cela aux acheteurs. Je les ai rappelées ici, que ce soit la loi Egalim, la loi AGEC, la loi Climat et Résilience, et très certainement d'autres mesures qui vont arriver. Mais grosso modo, d'ici 2026, l'ensemble des marchés, 100% des marchés devront contenir des critères environnementaux, et notamment un critère d'attribution qui prendra en compte les caractéristiques environnementales de l'offre. Alors, ces dispositions environnementales, vous allez pouvoir les retrouver dans les marchés à différents niveaux, que ce soit dans l'objet même du marché. On va acheter par exemple des produits d'entretien écologiques, donc voilà une contrainte environnementale sur l'objet du marché. On va les retrouver dans les spécifications techniques qui sont requises. Voilà, il va falloir mettre en œuvre, par exemple, des matériaux biosourcés sur des projets de construction. On va les retrouver dans les conditions d'exécution. Là aussi, par exemple, sur les marchés de travaux, ça va concerner essentiellement la responsabilité ou la gestion des déchets. Mais on va aussi le retrouver sur les critères d'attribution qui sont désormais pondérés. Je ne l'ai pas précisé non plus, mais aujourd'hui, un acheteur public ne peut plus uniquement attribuer un marché sur le critère du prix. C'est une combinaison de plusieurs critères, dont au moins un critère environnemental qui doit être mis en œuvre pour évaluer les offres, et ceci à l'horizon 2026. Donc ça, c'est un point important. Vous allez les voir arriver de plus en plus. Les acheteurs publics, ils travaillent tous, en tout cas les grands acheteurs publics, avec la mise en œuvre d'outils comme des schémas d'achat responsable. Donc c'est vraiment quelque chose auquel il faut vraiment prendre beaucoup d'attention et s'y intéresser. Alors, pour terminer, parce que je vois que le temps passe et que j'ai quasiment atteint mon chronomètre, quelques recommandations. Ouais, Olivier? Non, je te disais, parfait pour le chrono. Voilà. Quelques recommandations avant de terminer. Ça, je vous l'ai déjà dit au début, mais vraiment, attelez-vous à ne répondre qu'aux besoins de l'acheteur. Ne faites pas de surqualité. Le besoin de l'acheteur, il est calibré, il est décrit. Il faut vraiment essayer d'y coller au maximum pour votre réponse. Une erreur qu'on voit aussi régulièrement, ne transmettez que les pièces demandées, n'en faites pas trop. Tout ce qui n'est pas demandé ne sera pas lu, ne sera pas analysé. Donc, contentez-vous, même si parfois vous vous dites, bah, tiens, ce serait bien que je transmette ma politique RSE, par exemple, à l'acheteur public. S'il ne l'a pas demandé, ça ne sert à rien du tout. Ce sont des documents qui ne seront pas évalués, qui ne seront pas lus. Donc, facilitez également le travail aux acheteurs publics en mettant strictement les documents demandés. Là aussi, fixez un prix juste. Sur les prix trop bas, les acheteurs ont obligation de rejeter les offres anormalement basses. Et voilà, il faut vraiment essayer de vendre la prestation au juste prix. C'est une compétition et c'est important de pas vouloir faire trop ou justement de se dire je vais fixer un prix un peu plus bas ou plus bas que la normale pour être sûr d'avoir le marché. C'est pas forcément la meilleure approche à avoir.
Et là aussi, ne pas faire de fausses promesses, hein. Ce que vous proposez dans votre mémoire technique, dans votre offre, c'est des engagements que vous prenez. Donc, il ne faut pas vendre de rêve. Il faut vraiment être très vigilant aux prestations, aux offres que vous faites, puisque derrière, l'acheteur public va aussi évaluer et puis pourra aussi vous pénaliser sur certaines prestations, sur certaines dispositions que vous n'avez pas tenues dans l'exécution de votre marché. Stéphane, j'ai une question donc de Ouais. Stéphane qui nous demande quelle est la date d'application du DUM? Date d'application obligatoire du DUM. Il n'y a pas de date d'application obligatoire du DUM. Aujourd'hui, les acheteurs publics ne peuvent pas refuser un DUM. Donc, une entreprise qui l'utiliserait, voilà, il n'y a aucun souci. Les acheteurs publics sont dans l'obligation de les accepter. Et il n'y a pas de date d'application ou de suppression du DC1, DC2. C'est des choses qui étaient il y a quelques années dans les tuyaux. Aujourd'hui, on n'en parle plus du tout. Donc, pour le moment, voilà, on cohabite avec les deux dispositifs, DC1, DC2 et DUM. Ok, parfait, Voilà. merci. Voilà, j'ai pas d'autres infos sur le sujet. Donc là, vous avez mes coordonnées. Je crois que maintenant, c'est à Madame Pasca de Merci prendre la Stéphane. suite. Un grand merci pour le temps consacré et le partage de ton savoir. Donc cette présentation, mais aussi celle du Grand Reims sera disponible par la suite. Je vous ai mis donc en lien le lien pour aller sur le site Apogée et puis pour télécharger aussi le livret TPE-PME, accéder au marché public évoqué par Stéphane. Donc, encore un grand merci Stéphane. Nous pouvons donc passer maintenant donc, à Isabelle. Isabelle, je te laisse te présenter et puis on échangera ensemble sur les marchés du Grand Reims. Oui, bonjour à tous. Donc Isabelle Pasca, moi je suis acheteuse et également la chef du service conseil et accompagnement à l'achat au sein de la communauté urbaine du Grand Reims et de la ville de Reims. Ok, merci Isabelle pour cette présentation et puis un grand merci pour ta participation et celle du Grand Reims sur ce webinaire, un acteur important dans les marchés publics sur le bassin. Est-ce que tu peux nous dire comment s'organisent donc les marchés publics sur le Grand Reims, s'il te plaît? Alors, est-ce que déjà je vais partager? Est-ce que tout le monde voit la présentation? C'est bon. Alors, Parfait. attendez, j'ai un petit souci. Je n'arrive pas à défiler. Hop. Vous voyez toujours ou vous voyez plus rien? Non, plus rien. Là, c'est bon. C'est bon. Oui, c'est bon. Excusez-moi, Merci. petit souci technique. Pas de souci. Alors, l'organisation de l'achat public au sein de la ville de Reims et la communauté urbaine du Grand Reims. Donc, voici les différents intervenants. Donc, on a bien sûr les directions opérationnelles qui sont les prescripteurs qui expriment le besoin. On a également les C3C, donc sous ce nom barbare, c'est tout simplement, ce sont les cellules administratives qui rédigent les pièces de marché et qui s'assurent des formalités liées à la procédure et qui exécutent les pièces administratives des marchés publics. On a également la mission de la commande publique qui, elle, effectue le contrôle juridique de tout ce qui va être procédure formalisée, le pilotage, la coordination et l'animation de toute la chaîne commande publique. Et puis le secteur achat, donc que je représente ici. Donc nous, on est vraiment en conseil et accompagnement auprès des prescripteurs. On les aide vraiment à exprimer mieux leurs besoins et en même temps, donc on est
la porte d'entrée avec les fournisseurs, avec l'ensemble des fournisseurs locaux, les TPE, les PME, et on est là pour stimuler la concurrence. Donc nous, notre objectif, c'est vraiment de travailler avec les ensembles, tous les acteurs du secteur. Très bien. Quels sont les objectifs du coup du secteur achat? Alors, donc nous, nos objectifs, les voici. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est on pratique, on échange avec les fournisseurs, donc bien évidemment en amont des procédures de marché, puisque comme l'a expliqué et rappelé Stéphane tout à l'heure, une fois que la procédure est lancée, on va échanger par un système de questions-réponses qui sont écrites et sur les plateformes dématérialisées. Donc nous, au niveau des achats, on pratique le benchmark. Alors le benchmark, c'est des échanges de bonnes pratiques entre collectivités et également auprès d'entreprises privées d'un même secteur. Et on pratique le sourcing donc avec vous les entreprises. Donc pourquoi faire? Donc pour développer l'attractivité de la commande publique et faciliter l'accès des PME et des TPE, pour s'assurer de l'adéquation du besoin avec les prestations ou fournitures proposées sur le marché. Donc, ça va permettre d'affiner ce besoin parce que parfois les prescripteurs disent ben voilà, je voudrais acheter ça, mais peut-être que ça n'existe plus, ce besoin est dépassé. Donc, l'intérêt là, c'est de voir avec les fournisseurs si c'est toujours pertinent, cet achat est toujours pertinent. Donc, notre objectif aussi, c'est de connaître les différents prestataires d'un segment d'achat et l'environnement économique. Donc, quel est le niveau de concurrence sur un secteur d'achat, sur un segment d'achat? Est-ce que c'est un monopolistique ou pas? Donc, l'objectif, c'est de connaître également tous les nouveaux produits, les prestations, d'échanger également avec les fournisseurs sur les délais. Et on adapte les délais en fonction de ce que vous allez nous dire. Si on vous dit qu'on veut acheter, je ne sais pas, un bus à haut niveau de service, par exemple, on veut acheter un bus en 6 mois, mais voilà, les prestataires vont nous dire, mais c'est juste impossible. Donc, de ce fait-là, on va adapter les délais qui seront demandés dans les cahiers des charges. Donc, on échange aussi avec vous sur les indices de révision de prix. Donc, comme l'a précisé Stéphane tout à l'heure également, donc les indices de révision de prix, ils composent le prix d'un produit et ils doivent être totalement cohérents avec ce produit-là. Si on prend des achats de papier, et bien évidemment, on va coller à l'indice de révision de prix de la pâte à papier, mais également des transports. Voilà, donc on va échanger sur les indices, mais aussi sur la fréquence de révision des prix. Donc, il y a pas mal de dispositions qui ont été prises au niveau de la communauté urbaine du Grand Reims. Donc, c'est qu'au niveau des indices de révision des prix, la part fixe est systématiquement supprimée. On n'a plus de part fixe dans les marchés, plus jamais. Et la fréquence, elle est revue. Donc, on est plus enclin à vous proposer des fréquences trimestrielles ou semestrielles pour permettre d'absorber les hausses des prix. Mais ça aussi, c'est à voir avec vous en amont des marchés, puisque certains fournisseurs sont plutôt frileux d'avoir à recalculer ces révisions de façon trop fréquente. C'est un Donc, peu au cas on par fera- cas et c'est Pardon? c'est un peu au cas par cas, hein, selon, Oui, selon- c'est vraiment au selon cas chaque par cas en marché. fonction de la prestation ou du bien à acheter. Ouais. Et on sent bien donc cette volonté d'être plutôt en amont et d'ouvrir un maximum vos marchés, quoi. Oui, voilà, complètement. Donc, on travaille aussi à l'allotissement. Donc, on favorise vraiment cet allotissement. C'est fini de regrouper et de massifier tous les marchés.
Et puis, donc, on ouvre également aux variantes parce qu'on s'est rendu compte que parfois, on bloquait totalement les réponses des fournisseurs en fermant aux variantes, alors que parfois, certains ont des bonnes idées qui peuvent être vraiment intéressantes pour les collectivités. Et puis, donc, notre rôle également, c'est de comprendre en échangeant en amont avec les fournisseurs où ils en sont par rapport au développement durable et à l'insertion. Car, comme le disait Stéphane auparavant, donc on satisfait un certain nombre de lois, mais seulement donc l'objectif, c'est pas de mettre du développement durable et de l'insertion sociale rédigé de façon tout à fait aberrante dans des pièces de marché. Donc, on adapte cela, c'est pareil, en échangeant avec les fournisseurs en amont. Voilà. Donc, notre objectif également, c'est de faire une estimation financière du besoin et de rédiger des cahiers des charges qui sont plus simples et plus compréhensibles pour les entreprises. Donc, notre rôle également, c'est de négocier avec les fournisseurs lorsque la procédure le permet. Donc, on a mis en place, dans le cadre de formation interne, une formation pour l'apprentissage à la négociation. Très bien, écoute, merci pour cette présentation du secteur achat. Je crois que vous avez mis en place un comité d'engagement, c'est ça, pour piloter le suivi des passations de marché? Ah, j'ai encore fait un loupé, désolée. Isabelle, vous avez mis en Oui. place donc un comité des engagements, c'est ça? Oui. Donc, on a mis en place plusieurs actions en faveur du développement durable, de l'insertion sociale et de l'accès aux TPE-PME. Donc, on a mis en place des comités des engagements depuis l'année dernière. Donc, ces comités, ils se tiennent une fois tous les 2 mois environ et qui participent, l'élu à la commande publique, le DGS, la DGA, la mission de la commande publique, donc le secteur achat, les C3C, donc qui sont nos cellules administratives. Et ce qui est très intéressant, c'est que chaque direction, chaque prescripteur vient présenter ses marchés en amont du lancement des procédures. Et cela permet de vérifier avec eux qu'ils ont bien fait tout le nécessaire par rapport au sourcing, par rapport à l'accès facilité pour les TPE-PME. On a également mis en place d'autres choses, des comités des achats, donc sur lesquels on va présenter les différentes stratégies qui ont été adoptées. On a adopté la charte d'achat de la commande publique à destination des TPE-PME. Donc, sur cette charte, lorsqu'on a fait le dernier bilan, on a rédigé 1400 marchés, dont 740 marchés de services, 550 marchés de fourniture, 80 marchés de travaux et 20 marchés en prestations intellectuelles. Donc, on a aussi pu constater que pour la communauté urbaine du Grand Reims, c'est 1026 fournisseurs répartis en 491 prestataires de marché de services, 281 prestataires de marché de fourniture, 226 en travaux et 28 en prestations intellectuelles. Donc voilà, on couvre quand même... si vous répondez au marché public de la communauté urbaine, il y a toute chance de remporter un marché à un moment donné. Super, merci. Donc, je rassure Christelle, donc les coordonnées du service achat du Grand Reims seront affichées à la fin. Il n'y a pas de souci là-dessus. Est-ce que tu peux nous parler, Isabelle, du spaceur dont tu as pu évoquer Stéphane tout à l'heure? Oui. S'il te plaît. Donc, le spazer. Comment ça s'organise?
Donc le SPASER, donc c'est pour répondre, comme le disait Stéphane tout à l'heure, à la loi, l'application de la loi climat et résilience. Donc le SPASER, qu'est-ce que c'est? C'est un schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables. Donc l'objectif du SPASER de la communauté urbaine du Grand Reims, c'est d'être en adéquation avec la réalité opérationnelle et pour permettre de promouvoir un achat public durable et tout en permettant aux entreprises de continuer à répondre aux besoins de nos collectivités. Donc en fait, le SPASER, il va se diviser en plusieurs axes. Donc, on aura un axe économique, un axe environnemental, un axe social et un axe évaluation et gouvernance. Chaque axe fera l'objet de grands objectifs thématiques et chaque grand objectif thématique fera l'objet de fiches actions opérationnelles. Donc concrètement, je vais vous montrer un exemple. Donc c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est ce que Stéphane évoquait tout à l'heure. Donc le premier axe, c'est soutenir l'économie du territoire. Alors, l'objectif, là, numéro 1, c'est un meilleur accès des TPE-PME à la commande publique. Donc, c'est adapter et simplifier les procédures. Donc là, c'est ce que disait Stéphane, on va demander et on va proposer un cadre de réponse dans tous les marchés de fourniture courante et services. On va systématiser cette chose-là, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un document qui va reprendre les critères de notation. Donc, vous allez être orienté, on va reprendre clairement tel critère c'est tant de points, tel critère c'est tant de points, et on va poser des questions à l'intérieur de ces critères pour vous aider et pour vous conduire pour une meilleure réponse aux critères de notation. Donc, cela va vous éviter d'avoir à transmettre lors de vos réponses des mémoires techniques sur lesquelles ce n'est pas toujours très simple de rédiger des choses. Voilà. Donc l'objectif, c'est que d'ici janvier 2024, 100% des procédures comprennent un cadre de réponse. Alors, un autre exemple du contenu du SPASER, c'est impulser la consommation responsable, l'éco-conception, donc dans l'axe de protéger l'environnement. Donc, une des fiches actions, c'est généraliser l'intégration de clauses et critères environnementaux à tous les marchés de la collectivité. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, ces clauses-là, donc, on ne va pas les mettre n'importe comment, on les met en échangeant en amont avec les fournisseurs. Excuse-moi, voilà. Merci. Très bien. Maintenant, donc, je suis une entreprise, je suis intéressé pour répondre à vos marchés publics. Où est-ce que ça se passe? Où est-ce que je trouve de l'information? Oui. Alors, c'est très simple. Donc, soit vous allez sur le site de la ville de Reims et du Grand Reims. Donc, c'est l'adresse qu'avait indiqué Stéphane tout à l'heure. Donc, vous allez, ou alors vous tapez tout simplement ville de Reims. Sur le site institutionnel, vous avez une toute petite rubrique. Alors moi, quand j'échange avec les fournisseurs, je leur explique bien. C'est un peu caché, c'est tout en bas du bandeau, dans un bandeau grisé. Vous cliquez sur marché public. Et là, vous accédez à l'ensemble des consultations en ligne. De même, une publicité des projets de marché va être mis en place et mis en ligne sur le site de la ville de Reims et du Grand Reims. Et l'autre moyen de trouver facilement alors les projets de marché, c'est d'aller sur la plateforme Apogée de la région Grand Est. Donc Stéphane en parlait tout à l'heure. Donc il suffit de cliquer sur le lien qui est indiqué ici. Vous tapez dans le moteur de recherche Grand Reims et là vous avez l'ensemble des projets de marché avec à peu près des dates estimées de publication. Ça, effectivement, c'est très intéressant. On voit les marchés à venir, donc c'est super. Maintenant, je suis toujours une entreprise. Je veux me faire connaître. Qui je contacte chez vous?
Alors, chez nous, donc, si vous ne connaissez pas nos noms, donc maintenant vous connaissez nos noms. Donc, Isabelle Pasca, vous pouvez m'appeler sur mon mobile. Vous pouvez appeler ma collègue acheteuse Cathy Monclin. Vous avez son mobile également. On a un 3e acheteur qui va être recruté prochainement, donc dans le trimestre prochain. Et également, vous pouvez passer tout simplement, toujours en allant sur le site Ville de Reims, par le numéro de téléphone Reims Contact. Donc Reims Contact, c'est une cellule qui dispatche tous les appels téléphoniques au niveau de la ville de Reims et du Grand Reims. Donc, dès qu'un fournisseur appelle Reims Contact, il explique qu'il souhaite joindre les achats ou qu'il souhaite répondre à un marché. Automatiquement, cette cellule les oriente vers moi-même ou vers ma collègue. Merci Isabelle. Et puis je réponds donc à la question. Donc je rassure, hein, les supports de présentation seront envoyés par la suite, tout comme un questionnaire de satisfaction pour pouvoir progresser. Voilà, écoutez, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. On est dans les délais. Un grand merci. Vous pourrez retrouver aussi le Grand Reims, mais aussi les différents acteurs acheteurs publics à notre événement à la Foire de Châlons en septembre. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Je crois qu'on a fait le tour. Il y aura aussi Ouais, d'autres Olivier, est-ce que tu voulais événements. Excuse-moi Olivier, est-ce que tu voulais que je fasse une petite démo d'Apogée vite fait ou Alors, on n'a plus le temps? Si tu as encore 2 minutes, je veux bien. Et puis Ouais. peut-être si tu as les dates en tête des prochains événements, notamment dans la Marne, ou ça serait super. Alors, je vais rapidement partager mon écran et simplement, alors ça va être très rapide, mais vous refaire une présentation de la plateforme Apogée. Voilà. Alors je pense que là, vous devez voir mon écran. Simplement pour vous dire que cette plateforme, elle est accessible gratuitement, hein. Comme l'a mentionné Olivier Pasca et Isabelle, on a accès aux consultations en cours, aux projets d'achat. Sur les consultations en cours, ben, on a un petit module de recherche. On clique la Marne, on tape par exemple le mot-clé peinture, on lance la recherche. Vous voyez, très rapidement, on a 11 marchés qui s'affichent et en cliquant sur le lien du marché, on est basculé directement sur le profil acheteur de l'acheteur. Après, on peut, sur Apogée, se créer un compte et se connecter avec son compte, hein. Donc, j'ai utilisé mon compte. Une fois qu'on est connecté, on va se créer une alerte, hein. Il y a le menu créer une alerte qui s'affiche là-haut, où vous allez pouvoir enregistrer une recherche. Alors là, j'ai repris la recherche sur le mot-clé peinture dans la Marne. J'ai 11 résultats qui s'affichent. J'estime que ces résultats sont pertinents. Simplement en cliquant sur sauvegarder ma recherche, j'ai créé une alerte, hein. Elle s'est implémentée ici le 24 mars. Elle est active et je vais recevoir dorénavant l'ensemble des marchés qui contiennent le mot-clé peinture et qui sont exécutés dans le département de la Marne. Facilement et qui est entièrement gratuit et déployé par le réseau commande publique Grand Est. Et on a un autre onglet qui concerne justement les projets d'achat et où là, effectivement, si je tape ici Grand Reims, alors j'utilise des guillemets, vous allez pouvoir accéder à l'ensemble des projets d'achat qui sont publiés, mis en ligne par la communauté urbaine du Grand Reims ou la ville du Grand Reims, hein. Donc là, sur les projets d'achat, effectivement, si on en prend un, voilà, fourniture de tuteurs et éléments décoratifs en bois, pièces détachées pour mobilier urbain. En cliquant sur le projet d'achat, vous avez la date
prévisionnel de passation de marché et vous avez un lien vers une adresse mail si vous souhaitez en savoir plus sur le projet d'achat. Voilà, donc moi je vous invite vraiment à vous créer un compte, à vous connecter et puis à essayer de voir s'il y a d'autres marchés qui peuvent vous intéresser sur Apogée. Voilà, j'en ai terminé. Je te laisse reprendre la main, Olivier. C'est parfait, merci. Merci Stéphane. Donc, ouais, un outil gratuit, donc à utiliser voilà, sans modération. Rencontre acheteur public, donc fournisseur, donc le 6 septembre, c'est ça, à la Foire de Châlons. À la Foire en de Châlons, Champagne, oui, tout à fait. Stéphane. Ouais. L'année dernière, il y avait quoi, 130 rendez-vous, c'est ça, d'organiser? Alors, de tête, je ne sais plus, mais il y avait une quinzaine d'acheteurs qui étaient présents, dont le Grand Reims, qui ont reçu en rendez-vous les entreprises. Et effectivement, dans l'après-midi, on a pu organiser à peu près entre 130 et 140 rendez-vous sous le format de ce qu'on appelle de speed meeting, des rendez-vous d'un petit quart d'heure pour permettre aux entreprises de se faire connaître et d'échanger avec différents acheteurs publics. Donc, opération qu'on réédite effectivement cette année sur la Foire de Châlons. Parfait, super. Merci Stéphane. Un grand merci aussi Isabelle. Merci à tous. Merci à tous. S'il n'y a pas d'autres questions, merci aux participants pour l'intérêt porté. Et puis à bientôt. Bonne journée. À bientôt. Bonne journée. Merci. Bonne journée à tous.